Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui va porter sur les forces. Alors, c'est pas du tout facile de vous expliquer ça à distance. Alors, je vais faire de mon mieux. Accrochez-vous bien. On va essayer de s'appuyer sur des exemples, sur 3 exemples. Et puis ensuite, vous essayerez de faire des exercices pour voir si c'est bien compris. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent ce qu'était une action mécanique. L'objectif dans ce chapitre-là, ça va être d'essayer sur une feuille de papier d'expliquer quels vont être les effets des actions mécaniques. Donc là, par exemple, on a un pied qui va taper dans le ballon. J'aimerais pouvoir représenter sur le papier l'effet que ça va avoir. Concrètement, on sait très bien que mon ballon, il va se déplacer. Alors, comment je peux faire ici sur un écran pour vous montrer que le ballon va partir? Le plus simple, ça serait de représenter cet effet par une flèche. Donc c'est ce qu'on appelle modéliser, c'est-à-dire représenter finalement par un segment fléché, c'est-à-dire une flèche. Alors, pour pouvoir tracer une flèche, il faut préciser plusieurs caractéristiques. Alors déjà, mon ballon, selon l'angle avec lequel je vais le taper, il va pouvoir partir dans des directions différentes. Alors, mon ballon, il peut partir selon cette ligne droite horizontale, ou alors, selon l'inclinaison du pied, il peut partir selon des directions obliques avec des angles différents. Alors moi, je vais retenir pour la suite de l'exemple que mon ballon va prendre cette direction-là, c'est-à-dire une direction oblique rouge. Voilà comment je retiens cette droite d'action. Alors ensuite, mon ballon, s'il se déplace selon une direction oblique, il pouvait prendre deux sens, soit vers le haut et vers la droite, soit vers le bas et vers la gauche. Alors là, très logiquement, on se doute bien que le sens de ma flèche, dans cet exemple-là, c'est que le ballon va se déplacer vers la droite et vers le haut. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique. Et la dernière caractéristique, c'est quelle va être la valeur de cette force. Le pied peut taper plus ou moins fort sur le ballon. La conséquence sur le papier, c'est que je pourrais représenter des flèches qui seront plus ou moins longues. Une information à retenir, c'est qu'une force, la valeur d'une force, c'est quelque chose qui s'exprime en newton. Et le symbole de cette grandeur-là, c'est grand N. Alors voilà comment, si je dois représenter l'action du pied sur le ballon, je peux la représenter, la modéliser. Voici la flèche qui représente cette action-là. Alors, en quatrième, et même en troisième d'ailleurs, il ne vous est pas forcément demandé de savoir que cette flèche doit partir du point de contact entre le pied et le ballon. C'est-à-dire que si cette même flèche, vous l'aviez vous représentée de manière oblique vers le haut et vers la droite, légèrement décalée, ça serait accepté. Voilà, ça ne sera pas la même chose après la troisième, mais ça serait accepté. Alors moi, je l'ai logiquement faite partir du point de contact entre le pied et le ballon, parce que c'est comme ça qu'il faut le représenter en théorie. Il manque plus qu'une seule chose pour la représentation des forces, c'est de nommer cette force-là, lui donner un nom. Pour ça, j'ai besoin de connaître le donneur. Le donneur, c'est le pied. J'ai besoin de connaître le receveur, celui qui subit l'action, c'est le ballon. Eh bien, le nom de la force, ça sera celui-ci. J'écris un F avec une petite flèche dessus pour indiquer que c'est un segment fléché qui possède un sens. Et j'écris à côté le nom du donneur, à savoir le pied, slash, le nom du receveur. Donc, cette notation-là, elle peut se lire force qu'exerce le pied sur le ballon. Voilà pour ce premier exemple. Alors, j'imagine que c'est un petit peu compliqué pour vous. On va tenter un deuxième exemple et j'espère que tout va devenir plus clair. Voici le deuxième exemple que je vous propose. Il s'agit d'une balle qui est en train de tomber. Si elle tombe, c'est parce qu'elle subit l'action de la Terre. Moi, ce que je vais essayer de représenter ici sur mon schéma,
C'est une flèche qui va permettre d'expliquer que la Terre attire vers elle la balle. Première caractéristique, quelle est la direction de cette force? La direction, elle est forcément verticale. C'est-à-dire que la balle ne va pas se déplacer de manière oblique, sauf s'il y avait un énorme coup de vent. Mais a priori, ce n'est pas ce qui est retenu dans cet exemple. Le sens maintenant. Si on s'intéresse à l'action de la Terre, c'est que forcément la balle va être dirigée vers le bas. Voici le sens de cette force-là. Là, il n'y a aucun doute possible. La valeur, troisième caractéristique, eh bien là encore, les valeurs peuvent prendre des valeurs justement différentes. Tout dépendra de la masse de la balle. Selon la masse de la balle, elle peut être plus ou moins attirée par la Terre, donc la flèche pourra être représentée de manière plus ou moins longue. Dernière étape, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut nommer cette force-là. Le donneur, c'est la Terre. Le receveur, c'est la balle qui subit l'action de la Terre. Je vais pouvoir appeler cette force F, Terre, balle. C'est la force qu'exerce la Terre sur la balle. Alors, juste une toute petite remarque. Ça, je commence à faire un petit pas en avant vers la troisième. Il faut savoir que la force qu'exerce la Terre sur un objet, c'est ce que l'on appelle le poids de cet objet-là. Donc, sur les schémas, soit j'écris force qu'exerce la Terre sur la balle, soit je peux dire aussi que c'est le poids de la balle et je pourrais l'appeler P avec une petite flèche. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir ensemble l'année prochaine. Allez, je vous donne un troisième exemple et là, je suis sûre qu'après, vous serez au top sur la représentation des forces. Voici Polo et Paula qui tirent chacun de leur côté sur une corde. Alors Polo, on imagine bien, il veut gagner, donc il va tirer lui vers la gauche et Paula essaie de résister et elle tire vers la droite. Alors si je compare les caractéristiques des deux forces, on voit que la direction des deux est la même. Ici, ils tirent tous les deux selon une ligne qui est horizontale. Ils ne tirent pas de manière oblique. Le sens, on voit qu'ils tirent dans des sens opposés. Polo tire de droite vers la gauche, Paula tire de gauche vers la droite. Et on voit dans cet exemple-là que j'ai imposé des valeurs différentes. Polo tire vers la gauche avec une force de 100 newtons, alors que Paula tire vers la droite avec une force de 50 newtons. Donc Polo va l'emporter puisqu'il tire davantage que Paula. Donc concrètement, moi sur le schéma, j'ai représenté une force plus longue pour Polo que pour Paula. Et pour nommer la force, celle-ci s'appelle force qu'exerce Polo sur la corde et celle-ci s'appelle la force qu'exerce Paula sur la corde. Allez, une dernière diapo. Si nos deux personnages tirent chacun de leur côté avec la même valeur de force, eh bien à ce moment-là, la corde, elle est à l'équilibre. Elle ne se déplacera plus vers Polo puisque elle est tirée des deux côtés avec la même force. Donc on obtient un objet qui se trouve à l'équilibre. Pour qu'un objet soit à l'équilibre, il faut trois conditions. Il faut que les deux forces qui s'exercent sur cet objet aient la même direction. Il faut que les sens soient opposés, c'est-à-dire que Polo doit tirer dans un sens inverse de Paula et inversement. Et il faut que les valeurs soient les mêmes, c'est-à-dire que chacun tire de son côté avec la même force. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un objet qui est à l'équilibre. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réécouter cette vidéo une fois, deux fois, autant de fois que vous le souhaitez, avant d'attaquer les exercices que je vous donne. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.